Ok. Alors bonsoir. La Midrashet Yehuda Manitou est très honorée et heureuse de vous présenter ce soir Michel Gurfinkel. Vous connaissez Michel Gurfinkel, vous savez qu'il est journaliste, il a écrit des bouquins, mais ce que vous ne savez peut-être moins, c'est qu'il est aussi journaliste en Amérique et en anglais. Et donc cette fois-ci, nous avons choisi de lui demander de nous parler des Juifs américains, justement. Alors, le titre, c'est Les Juifs américains face à Mandani. Mais en réalité, on voit, on a un président américain qui nous aide, etc. Et puis, les Juifs, par contre, on a l'impression que les Juifs américains, ils vont nous lâcher. Et c'est un sentiment absolument épouvantable que nous ressentons parce qu'on est un peuple juif. Alors, il y a Israël, il y a les Juifs du monde entier, mais les Juifs américains étaient toujours fidèles et ils soutenaient Israël et on se demande ce qui s'est passé. Alors, Michel Vakasha, à toi. Bonsoir, bonsoir à tous et à chacun, comme on dit. Euh, donc, il y a quelques jours, nous avons appris que le nouveau maire de New York, qui va prendre ses fonctions le 1er janvier 2026, va s'appeler Zohran Mamdani. Euh, c'est un, c'est le fils d'immigrants du Moyen-Orient. Je précise tout de suite qu'ils ne sont pas venus dans un vieux brinque-ballant. Son père était professeur à l'Université de Columbia, sa mère réalisatrice de cinéma. Comme j'ai dit était, ils le sont toujours, puisque ils sont toujours de ce monde. Euh, il a reçu une éducation, la meilleure éducation qu'on peut recevoir aux États-Unis. Il est allé dans les meilleures universités. Il est très jeune, la trentaine à peine. Il s'habille très bien, il parle très bien et surtout, il a été élu extrémiste, sur un programme extrémiste sur le plan politique et social américain. C'est le premier maire se réclamant ouvertement du socialisme qui est élu à la tête de New York, la ville de Wall Street. Et par ailleurs, il a été élu sur un programme violemment anti-israélien, considéré par la plupart des Juifs américains comme un programme en réalité antisémite. Toutes les manifestations d'anti-israélisme et d'antisémitisme radical que nous avons pu voir dans le monde depuis le 7 octobre 2023, que nous avons vu en Europe, que nous avons vu en Amérique, tout cela est résumé dans la personnalité de Zohran Mamdani. La question que l'on se pose, c'est comment une chose pareille a-t-elle pu se dérouler à New York? Est-ce que c'est la fin de New York en tant que plus grande ville juive du monde? Est-ce que c'est la fin du judaïsme américain? Est-ce que c'est la fin de l'Amérique? Voilà le genre de questions que l'on peut se poser. Et bien entendu, ce sont des questions qui vont extrêmement loin parce que s'il y a un pays où une véritable symbiose a pu exister entre le pays et la communauté juive, ce sont bien les États-Unis. Je sais bien qu'il y a eu toutes sortes de grandes symbioses, d'âge d'or dans l'histoire du peuple juif. On vous parle de l'âge d'or espagnol, de l'âge d'or de Babel, euh, de l'âge d'or européen au XIXe siècle et au début du XXe siècle, voire même de l'âge d'or français dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut dire que d'une certaine manière, il y a eu un phénomène de ce genre. Mais le seul pays au monde qui, depuis sa naissance, a été relativement et en fait très largement ouvert aux juifs, favorable aux juifs,
ce sont les États-Unis. Comment, dans ce pays, quelque chose tel que l'élection de Hamdani a pu se dérouler? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un certain nombre d'autorités religieuses prestigieuses du XXe siècle. Je pense au Rabbi de Lubavitch, au septième Rabbi de Lubavitch, et je pense aussi à Rav Moshe Feinstein, deux grandes autorités du judaïsme orthodoxe américain, qui ont qualifié l'Amérique de Malchut Shel Chesed, de royaume ou de royauté de la bonté, euh, pour montrer à quel point il y avait quelque chose d'important d'un point de vue juif, de providentiel d'un point de vue juif dans la République américaine et dans le fait que l'Amérique soit devenue la nation la plus importante du monde. Bien entendu, on ne va pas minimiser les problèmes que les Juifs américains ont pu rencontrer tout au long de leur histoire. On ne va pas minimiser les montées périodiques de l'antisémitisme aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, on peut dire que l'histoire du judaïsme américain commence bien et se poursuit bien et semble monter toujours plus haut. Au moment où les États-Unis proclament leur indépendance et engagent la guerre d'indépendance contre l'Angleterre, il y a sur une population globale de 3 millions et demi d'Américains, environ 2000 ou 2500 juifs. Sur ces 2500 juifs, plusieurs jouent un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle la Révolution américaine. Je ne vais pas tous les citer, mais il faut quand même savoir que vous avez plusieurs juifs qui consacrent entièrement leur fortune, qui était déjà assez considérable, à la cause de la Révolution américaine. Vous avez des juifs qui combattent dans l'armée américaine. Il y a un bataillon juif en Caroline du Nord qu'on appelle la Compagnie des Juifs parce que la majorité des combattants étaient juifs. Il y a plusieurs juifs qui deviennent officiers supérieurs dans l'armée continentale, c'est-à-dire l'armée américaine face aux Anglais. Il y a d'autres juifs qui sont sévèrement punis pour trahison par les Anglais, là où les Anglais reprennent l'avantage sur les insurgents américains. Lorsque les États-Unis sont constitués, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Personne ne mentionne le problème des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas été formellement émancipés aux États-Unis. On a tout simplement d'emblée décidé de ne pas soulever le problème de savoir si les Juifs étaient ou n'étaient pas naturellement des citoyens américains. Il n'en reste pas moins que les Juifs se sont demandé tout de même, surtout au moment où l'Amérique finit par se doter d'une constitution. Vous savez que ça a été un processus un peu compliqué puisque la constitution américaine que nous connaissons aujourd'hui n'est entrée définitivement en vigueur qu'en 1789, au moment même où la France s'embarquait elle aussi dans une révolution et dans la rédaction d'une constitution qui a été suivie de beaucoup d'autres constitutions jusqu'à celle de la Ve République. Euh, donc les Juifs américains se demandaient tout de même, est-ce que personne ne va un jour remettre en cause notre droit à vivre aux États-Unis, à pratiquer notre religion? Est-ce que personne ne va dire un jour que l'Amérique est réservée aux seuls chrétiens? Tant et si bien que en 1790, le rabbin de ce qui était à l'époque pratiquement la seule synagogue importante aux États-Unis, c'était une synagogue séfarade qui se trouvait dans la ville de Newport, dans l'État du Rhode Island, un petit peu au nord de New York. Le rabbin de cette synagogue, qui s'appelait Moses Seixas,
un nom typiquement portugais, envoie une lettre à George Washington, au président, parce qu'il a appris que George Washington a décidé de faire un grand tour des États-Unis et notamment de se rendre à Newport. Et voici ce que le rabbin Moses Seixas écrit à George Washington. Permettez aux enfants de la semence d'Abraham de vous approcher avec la plus cordiale affection et estime pour votre personne et vos mérites. Nous nous remémorons avec joie ces jours le Dieu d'Israël qui délivra David du péril de l'épée, protégea votre front au milieu des batailles, etc., etc. Et ensuite, Seixas ajoute, privé jusqu'à présent des inestimables droits liés à la qualité de citoyen libre, nous sommes aujourd'hui profondément reconnaissants avec le Tout-Puissant de nous trouver en face d'un gouvernement établi par la majesté populaire qui ne donne ni crédit aux préjugés ni appui aux persécutions, mais au contraire accorde à tous généreusement la liberté de conscience et la pleine participation aux droits civiques. Vous comprenez qu'en réalité, le rabbin Seixas, de manière assez diplomatique, est en train de solliciter de George Washington une déclaration officielle confirmant l'égalité des droits pour les juifs américains, de manière à ce que aucun doute ne soit plus permis à cet égard. Et Washington va répondre. Il va répondre par une lettre au rabbin Seixas, mais le plus important, c'est que cette lettre, le président décide de la rendre publique. À l'époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de réseaux sociaux. C'est simplement le bureau du président des États-Unis, qui n'est pas encore installé dans la ville de Washington parce que celle-ci n'existe pas encore. C'est le président des États-Unis donc qui fait imprimer la lettre qu'il a envoyée, le texte de la lettre qu'il a envoyée au rabbin Seixas, parce qu'il souhaitait, c'était un geste politique important de sa part, que ce contenu soit connu au moins de toute la classe politique américaine, euh, plus largement de tous les citoyens américains. Et George Washington reprend largement les propos du rabbin Seixas. Il dit, je reçois avec beaucoup de satisfaction votre adresse emplie d'expressions d'affection et d'estime, etc., etc. Et il ajoute ceci. Les citoyens des États-Unis d'Amérique ont le droit de se féliciter d'avoir donné à l'humanité des exemples d'une politique ouverte et libérale. Euh, tout, une politique digne d'imitation. Tous les citoyens des États-Unis possèdent au même degré la liberté de conscience et les privilèges de la citoyenneté. Ce n'est désormais plus par l'effet de la tolérance et par l'indulgence d'une classe du peuple qu'un autre jouit de l'exercice de ses droits nationaux intrinsèques. Car heureusement, le gouvernement des États-Unis, qui ne donne aucun crédit aux préjugés ni appui aux persécutions, on reprend la phrase du rabbin César, se borne à demander à ceux qui vivent sous sa protection de se comporter en bons citoyens et de lui apporter en toute occasion leur soutien. Ce serait aller contre ma franchise naturelle que de ne pas avouer le plaisir que me procure la bonne opinion que vous avez de mon administration et les vœux fervents que vous formez pour ma félicité. Puissent ceux des enfants de la semence d'Abraham qui résident dans ce pays continuer à mériter la bonne volonté des autres habitants et en jouir, en de telles conditions que chacun d'entre eux soit assis en sécurité sous sa propre vigne et son propre figuier, et n'ait rien à craindre de personne, que le Père de toutes les grâces jette sur nos pas la lumière et non l'obscurité, qu'il nous rende tous utiles dans nos multiples vocations et accorde à chacun, au moment et de la façon qui convient, d'être éternellement heureux. Alors, là, comme je vous disais, l'histoire des Juifs aux États-Unis commence bien. On ne pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices. Et bien entendu, les Juifs américains ont sans cesse relu la lettre de Washington et l'ont fait relire, et l'ont republié, et l'ont rappelé
à leurs concitoyens américains à chaque fois qu'ils pouvaient avoir une inquiétude sur l'évolution de la société et de la politique américaine à leur égard. Il y a, ai-je dit, 2000, 3000 juifs américains au moment de l'indépendance des États-Unis. Il y en aura 250 000 en 1850. Il y en aura 4 millions en 1920 et 6 millions en 1960. 6 millions de juifs américains en 1960, cela représente 3% de la population juive, de la population globale des États-Unis à cette époque. On peut dire, d'une certaine manière, que la période qui commence en 1960 correspond, disons, plus ou moins avec l'ère Kennedy, marque l'apogée du judaïsme américain. Une apogée qui se manifeste de trois manières. Premièrement, ce qui restait de préjugés antisémites ou même de pratiques antisémites dans la société américaine tend à disparaître, a commencé à disparaître à partir de 1945 et tend complètement à disparaître dans les années 60. Jusque dans les années 60, je voudrais quand même rappeler ça parce que ce sont des choses qu'on oublie parfois, il n'y avait bien entendu aucune discrimination vis-à-vis des Juifs en tant que citoyens, mais il pouvait y avoir, sanctionné par la loi, beaucoup de discrimination contre les Juifs sur le plan privé. La distinction entre la sphère privée et la sphère publique étant particulièrement, comment dire, claire et nette dans la société et dans la civilisation américaine. Jusque, disons en gros 1960, on pouvait très bien, par exemple, considérer que il fallait appliquer un numerus clausus dans les universités américaines à l'encontre des Juifs. On considérait que dans certaines professions, il était tout à fait normal de limiter le nombre de Juifs pouvant exercer. On considérait qu'il était tout à fait normal de limiter, on ne disait jamais interdire complètement, mais toujours limiter le nombre de Juifs admis à résider dans certaines localités ou dans certains quartiers. On admettait parfaitement que certains clubs privés ne reçoivent pas de membres juifs, ou très peu. Tout cela était complètement légal à partir des années 60, avant même que la loi sur les droits civiques votée au milieu des années 60 rende ces pratiques illégales, avant même ce changement, disons que les mœurs américaines avaient pratiquement évacué ces pratiques. Et donc, de ce point de vue-là, on peut parler d'une apogée du judaïsme américain. Il n'y a plus de frein d'aucun ordre au plein développement de la communauté juive américaine. C'est aussi une époque où les juifs sont surreprésentés dans les élites américaines par l'intermédiaire de l'accès aux meilleures universités du pays. Il y a beaucoup de circonstances qui ont fait qu'il y a une entrée en masse des Juifs dans les universités américaines et par voie de conséquence une entrée des Juifs dans toutes les élites américaines. Mais disons que dans les années 60, 70, on entre dans le règne des Juifs américains dans pratiquement tous les domaines de la vie publique aux États-Unis. C'est l'époque où un nombre considérable de professeurs d'université sont juifs. C'est l'époque où, époque qui n'est pas tout à fait finie, heureusement, où un nombre extrêmement important de prix Nobel de sciences, voire même de littérature aux États-Unis, se trouvent être juifs ou d'origine juive. C'est l'époque où les juifs entrent en masse, et c'est un phénomène très américain et très particulier aux États-Unis, entrent en masse dans la profession militaire, soit en tant que conseiller, soit en tant que
militaires exerçant des tâches scientifiques, soit même en tant qu'officiers supérieurs et combattants. Enfin, c'est l'époque où les Juifs, qui ont toujours joué un rôle politique important, exercent le maximum d'influence politique. Ils exercent le maximum d'influence politique, notamment à travers leur mobilisation, qui à l'époque est une mobilisation sans faille en faveur d'Israël. Tout cela transforme le judaïsme américain de communauté qui pouvait considérer qu'elle avait une opportunité tout à fait exceptionnelle aux États-Unis, des opportunités tout à fait exceptionnelles aux États-Unis, en communauté euh, centrale de, en communauté centrale de la société américaine. En 2021, la grande organisation de recherche et de sondage américaine Pew Research Center, Pew étant le nom d'une famille, tout simplement, qui a consacré sa fortune à la mise en place de ce centre de recherche. L'organisation Pew, donc, réalise une grande enquête sur les Juifs américains. C'est la dernière en date des grandes enquêtes que cette organisation a menées. Elle en avait mené plusieurs au cours des 20 années précédentes. C'est la dernière en date dont nous disposions actuellement. Donc, cette enquête s'intitule les Juifs américains, ou plus exactement les Américains juifs, Jewish Americans, en 2020. Mais elle a été publiée seulement en mai 2021. Selon cette enquête, il y a 7,5 millions de juifs aux États-Unis, soit 2,4% de la population américaine. Mais il convient tout de suite d'apporter un bémol très important à ce chiffre, ou à ces deux chiffres. Le bémol étant que l'enquête Pew a été menée sur la base de ce que l'on appelle l'autodéfinition. C'est-à-dire que on ne se base pas sur un recensement par religion, qui d'ailleurs n'existe pas aux États-Unis. On se base, on ne se base pas sur, euh, disons, le nombre de membres de l'ensemble des synagogues américaines. On demande aux gens, tout simplement, est-ce que vous vous considérez comme juif? Et les gens ont le droit de donner plusieurs réponses contradictoires. Par exemple, ils ont parfaitement le droit de dire, oui, oui, je me considère comme juif, mais je me considère aussi comme chrétien, ou je me considère aussi comme, je ne sais pas, bouddhiste ou hindouiste, pourquoi pas. C'est tout à fait possible dans la, disons, la procédure, la démarche de l'Institut Pew. Et ce qui ressort de des autres questions qui sont posées, c'est que sur ces 7,5 millions de personnes qui, aux États-Unis, se déclarent juifs, 35% déclarent n'avoir aucun contact, aucun lien avec la religion juive. Alors, ces 35%, ça peut englober énormément de gens différents. Disons que pour simplifier beaucoup les choses, ces 35%, ce sont d'abord des juifs totalement détachés de la pratique religieuse ou même disons, des gens qui descendent de juifs qui s'étaient détachés de la pratique religieuse à une période antérieure. Reste donc 65%
de 7 millions et demi, ce qui donne un chiffre beaucoup plus bas, vous le concevez. 65 qui disent avoir un lien avec la religion juive, et sur ces 65%, 50% déclarent s'identifier au judaïsme réformé, 15% à ce qu'on appelle aux États-Unis le judaïsme conservative. On dit, je crois, en français, on emploie un terme hébreu, euh, conservative, faisant un peu bizarre en la matière. On parle des juifs massortis. Et enfin, il y a de 20 à 30% de juifs orthodoxes, le reste étant composé de juifs qui disent avoir un lien avec la religion juive, mais ils ne précisent pas s'ils appartiennent à tel ou tel autre courant religieux du judaïsme américain. Alors ces chiffres sont quand même problématiques. Sont problématiques parce que c'est une réalité sociologique que le judaïsme euh, qualifié de reform a connu une évolution à la fois, je dirais, doctrinale et sociologique, qui l'a éloigné considérablement de ce qu'est le judaïsme traditionnel ou normatif, d'abord sur l'ensemble de l'histoire juive et ensuite par rapport à la plupart des autres communautés juives dans le monde, à commencer par la communauté juive israélienne. Je donnerai simplement une donnée brute. On compte parmi les juifs qui se réclament du mouvement Reform, on compte jusqu'à 70% de juifs qui ont contacté un mariage mixte ou qui sont issus de mariages mixtes. Et dans beaucoup de familles, en réalité, on en est à souvent à la troisième, voire à la quatrième génération de mariage mixte. Quand un mariage mixte est réellement mixte, c'est-à-dire que nous ne parlons pas ici d'une conversion, même selon les critères réformés, selon des critères non orthodoxes au judaïsme, mais nous parlons bien d'une situation où l'un des conjoints professe le judaïsme et l'autre conjoint professe une autre religion. Il est facile de comprendre que la transmission du judaïsme de génération en génération devient extrêmement problématique. Elle est tellement problématique que le judaïsme reform a, et ceci depuis une cinquantaine d'années, lancé un vaste mouvement en vue de faciliter les conversions. On se trouve donc devant un monde qui se réclame du judaïsme, mais au sein duquel il y a des niveaux extrêmement variables d'identification, je dirais presque charnelle, avec le peuple juif en tant que tel. Euh, je donne par exemple un exemple qui est très frappant. Au cœur de Manhattan et dans un quartier huppé de Manhattan, le Upper East Side, il y a une synagogue tellement célèbre qu'elle est devenue un monument national de New York qui s'appelle Central Synagogue. Elle a été construite dans un style baroque fin du 19e siècle. Un certain nombre de personnes, dont votre serviteur, ont tendance à penser que c'est particulièrement laid sur le plan architectural. Mais en tout cas, cette synagogue était un centre et est toujours un centre très important de la vie juive new-yorkaise. Il se trouve que le rabbin actuel de cette synagogue, d'abord est une femme, ce qui devient très courant dans le judaïsme non orthodoxe américain. Je dirais même que dans le judaïsme non orthodoxe américain, maintenant, on va clairement vers une majorité de femmes rabbins par rapport à l'ensemble du rabbinat. Mais cette femme rabbin elle-même est d'origine coréenne. Donc,
je ne doute pas de la sincérité de son adhésion euh, au judaïsme, je ne doute pas non plus de ses qualités intellectuelles, de ses qualités pastorales, mais il y a quand même quelque part, à travers ces évolutions, qui sont celles de l'ensemble du judaïsme dit réformé et aussi d'une partie importante du judaïsme dit conservative, ou si vous préférez ma sortie, on finit par se demander où est encore le lien instinctif, le lien d'identification avec l'ensemble des générations juives depuis les patriarches jusqu'à nos jours, qui a été quand même un point extrêmement important de l'identité juive jusqu'à présent. Certains sociologues ont euh, fini par dire qu'il n'y aurait aux États-Unis, par rapport aux 7,5 millions de juifs identifiés par l'enquête Pew, il n'y aurait en réalité au mieux que 3 millions et demi, 3,5 millions de juifs qui correspondraient approximativement aux critères halachiques traditionnels. Alors, cette évolution du judaïsme américain, elle a une importance, elle a une importance par rapport à la question que Brigitte nous a posée au début de notre entretien. Euh, c'est comment expliquer qu'apparemment il y a une partie du judaïsme américain qui ne soit plus solidaire d'Israël comme cela a toujours été le cas dans le passé, depuis la création de l'État d'Israël. Malheureusement, on est obligé de se poser la question suivante, est-ce que ce que l'on appelle l'éloignement d'une partie des Juifs américains et l'éloignement d'une partie de la jeunesse juive américaine ne reflète pas tout simplement le fait qu'il y a eu peu à peu une différenciation euh, très profonde entre des branches différentes du judaïsme. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un véritable schisme à la fois religieux et sociologique, voire même ethnique, qui est en train de se produire ou qui s'est déjà produit, qui est déjà consommé aux États-Unis. Et si ce qui nous paraît aberrant, c'est-à-dire le fait que une minorité, mais une minorité substantielle de juifs américains euh, se détache actuellement d'Israël et, dans le cas de New York, soit allé jusqu'à voter pour Mamdani plutôt que pour un autre candidat, est-ce que cela n'est pas la conséquence de cette espèce d'exténuation interne du judaïsme américain? Pour être optimiste quand même, il faudrait dire que l'autre partie du judaïsme américain, qui comprend les différentes communautés orthodoxes, depuis les Haredim et les Chassidim jusqu'à ce qu'on appelle les modernes orthodoxes, qui sont à peu près les équivalents des Datiim, Léoumim israéliens. Cette partie-là de la communauté juive américaine manifeste actuellement une vitalité considérable. Premièrement, parce qu'elle a maintenu ce qui était essentiel dans le judaïsme traditionnel, c'est-à-dire l'importance, la primauté de la famille. C'est un milieu où naissent des enfants, et ces enfants ont des parents juifs et sont élevés dans le judaïsme. Cette communauté présente de la vitalité parce que euh, beaucoup de juifs conservatifs, par exemple, voyant l'évolution de leur propre mode de vie communautaire, ont eu tendance à se rapprocher, au moins en partie, de l'orthodoxie.
Cette vitalité tient aussi au fait que vous avez beaucoup de juifs qui étaient jusqu'à présent réformés, ou bien même qui se déclaraient comme juifs sans religion, qui, confrontés à un certain nombre de choses qui sont en train de se passer dans le monde et aux États-Unis, la montée de l'antisémitisme, la montée d'un antisionisme radical et virulent, euh, cherchent justement à retrouver, à renouer avec le cœur du peuple juif, et donc ils se rapprochent de, du monde qui est plus ou moins, qu'on identifie plus ou moins au judaïsme orthodoxe, mais qui dépasse très largement le judaïsme orthodoxe. Dans cette catégorie que je viens de noter, il y a une communauté dont il faut quand même parler, c'est la communauté israélo-américaine. On estime que depuis la création de l'État d'Israël, près d'1 million d'Israéliens sont allés s'installer aux États-Unis. C'est un chiffre évidemment très important. Sur ce million d'Israéliens, vous avez des gens qui ont rejoint Israël dans les premières années de l'État et qui n'ont pas trouvé leur place en Israël, qui ont décidé donc de se tourner vers les États-Unis quand ils ont pu le faire. Mais vous avez aussi beaucoup d'Israéliens qui sont venus aux États-Unis, non pas parce qu'ils abandonnaient Israël, mais parce qu'ils avaient des opportunités, ne serait-ce que temporaires, aux États-Unis. Vous avez beaucoup par exemple, de scientifiques israéliens qui ont passé quelquefois de très longues périodes de leur vie en tant qu'enseignants ou chercheurs dans des institutions américaines. J'ai eu le privilège euh, de connaître plusieurs de ces scientifiques qui ont joué des rôles absolument déterminants, déterminants dans la construction de la science, de la technologie et des technologies de la défense nationale en Israël, qui ont passé parfois jusqu'à 15 années de leur vie aux États-Unis, dans des institutions de premier plan. Ce qui est important de noter, c'est que un très grand nombre d'Israélo-Américains euh, se manifestent comme des Israéliens finalement qui restent extrêmement loyaux envers leur pays d'origine. Il y a quelques cas d'Israéliens qui abandonnent Israël et rejettent Israël, mais l'immense majorité des Israélo-Américains sont au contraire extrêmement motivés dans leur soutien à Israël. Et tout cela, la combinaison des uns et des autres, fait qu'il y a une minorité vivante du judaïsme américain qui est une chance pour le judaïsme américain et pour le peuple juif dans son ensemble, et bien entendu pour Israël. Le, si on essaie de revoir politiquement ce qui a pu se passer au cours, disons, des 80 dernières années, dans les relations entre l'Amérique et Israël et le judaïsme américain et Israël. Il y a eu une très longue période où la grande majorité des Juifs américains se sont identifiés au Parti démocrate. À cela, il y avait toutes sortes de raisons, de très bonnes raisons. Il se trouve que le Parti démocrate avait toujours été plus ouvert aux Juifs que le Parti républicain. Il se trouve que le Parti républicain avait été très froid envers Israël lors de la création de l'État d'Israël, tandis que, disons, les démocrates, dans leur ensemble, avaient manifesté plus de proximité. Cette convivialité, disons,
ce caractère presque fusionnel qu'il y avait entre le judaïsme américain et le Parti démocrate, est resté de règle jusqu'au début des années 70. Et au début des années 70, il y a eu euh, un problème qui a surgi, c'est qu'une partie du Parti démocrate, au lendemain de la guerre du Vietnam, a commencé à s'éloigner d'Israël. En gros, c'était l'époque de la présidence Carter. Nous n'allons pas revenir sur les détails de cette présidence, de ce qui s'est passé, mais il y a eu à ce moment-là une grande inquiétude et une grande désaffection des Juifs américains, quels qu'ils soient. À l'époque, tous les Juifs américains avaient à peu près les mêmes réflexes et les mêmes instincts par rapport à Israël. Et cela aboutit à une alliance qui a surpris beaucoup d'observateurs, mais qui s'est révélée extrêmement durable, entre une partie au moins du Parti républicain et une partie au moins de la communauté juive. C'était l'alliance de l'époque Reagan, et ça a donné, ça s'est concrétisé à la fois au sein de la vie politique américaine et au sein de la communauté juive américaine par un mouvement à la fois philosophique et politique qu'on a appelé le néoconservatisme. En gros, le néoconservatisme, qui n'était pas fondamentalement un mouvement juif, c'est un mouvement américain, un mouvement politique américain, mais il se trouve que euh, très nombreux étaient parmi ses fondateurs, parmi ses idéologues, et ensuite parmi ses leaders, des juifs, souvent d'ailleurs des juifs issus jusque-là de la gauche américaine, et qui à un certain moment se sont dit non, la gauche américaine est de moins en moins ce qu'elle était lorsque nous nous étions tournés vers elle, et aujourd'hui, l'avenir, la sécurité des Juifs aux États-Unis, la sécurité d'Israël passe plutôt par une entente ou une alliance avec un parti républicain qui évolue considérablement. Cette époque nouvelle dans le judaïsme américain et dans la vie politique américaine, on peut dire que d'une certaine manière, elle n'est pas entièrement terminée, puisque au réaganisme allait succéder euh, l'ère Bush-fils. Bush père était beaucoup plus problématique, et surtout l'étrange, à bien des points de vue, l'étrange époque que nous vivons aujourd'hui, l'époque Trump. Mais il y a évidemment derrière n'importe quelle évolution politique dans n'importe quel milieu que ce soit, dans n'importe quel pays que ce soit, à n'importe quelle époque que ce soit, toute montée en puissance entraîne également une némésis, entraîne également une réaction négative. Et il y a eu la montée en puissance d'un judaïsme américain conservateur, d'un judaïsme américain de droite, a eu des conséquences problématiques au sein de la communauté juive et au sein de la société américaine. Au sein de la communauté juive, parce que euh, plus les choses avançaient, plus les juifs de droite, disons, ont accentué leur virage à droite, et plus les juifs de gauche ont commencé à s'éloigner non seulement de leurs frères de droite, mais à s'éloigner des causes même que leurs frères de droite défendaient désormais principalement, puisque c'était eux qui avaient accès directement au pouvoir, à la Maison-Blanche et au Congrès. Donc euh, nous sommes trouvés devant une sorte de schisme politique qui s'est superposé au schisme euh, sociologique ou religieux que je mentionnais tout à l'heure.
Et si je puis aller un peu plus loin dans ma réflexion à cet égard, je dirais, et je ne suis pas le seul à dire, que probablement cette polarisation au sein du judaïsme américain, cette, disons, rupture interne au sein du judaïsme américain, n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas été instrumentalisée par ailleurs par une partie de la classe politique israélienne. Au moment de la création de l'État d'Israël, le judaïsme américain, de manière quasiment unanime, se mobilise pour que les États-Unis soutiennent Israël, reconnaissent Israël, apportent une aide financière, puis une aide militaire à Israël. On peut dire qu'il y a eu une période entre 1948 et probablement les années 1980 où le soutien à Israël était devenu aux États-Unis le cœur même de l'identité juive. Tous les juifs américains, quels qu'ils soient, pratiquants, pas pratiquants, orthodoxes ou pas orthodoxes, tous les juifs américains d'abord se définissaient par leur soutien à Israël. Et peu à peu, mais peu à peu, on a vu apparaître des gens qui ont commencé à dire que ce soutien inconditionnel du judaïsme américain à Israël n'était pas une bonne chose. N'était pas une bonne chose parce que Israël ne se comportait pas comme il devait se comporter. Le, le déclencheur de, de cette évolution se trouve en Israël même. En Israël même, vous savez que après l'élection pour la première fois d'un premier ministre de droite, Menachem Begin, en 1977, et il n'est pas indifférent de constater que l'élection de Begin et la première alternance politique en Israël va coïncider pratiquement avec l'arrivée de Reagan au pouvoir et donc des néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis. Il y a une coïncidence extrêmement importante. À ce moment-là, les leaders de la gauche israélienne, qui jusque-là avaient été de facto et se comportaient de facto en propriétaires du pays, ont inventé une stratégie pour revenir au pouvoir. Et cette stratégie consistait à diaboliser en fait le gouvernement Begin, à diaboliser l'ensemble de la droite israélienne. Cette diabolisation, à partir de la visite célèbre du président Sadat en Israël et de la paix entre Israël et l'Égypte, cette diabolisation s'est en quelque sorte centrée sur ce que l'on appelait à l'époque la question des territoires. La gauche, qui n'avait pas fait tellement de manière face au territoire entre 1967 et 1977, la gauche a eu tendance à récuser le maintien de, entre guillemets, l'occupation israélienne dans au moins une partie des territoires dont Israël avait pris le contrôle à l'issue de la guerre des 6 jours. Il y a eu en Israël un homme pour faire la théorie de cette, disons, de ce choix politique. Cet homme était un homme tout à fait, jusque-là, un homme tout à fait impressionnant sur le plan intellectuel.
Il s'agit du général Yehoshaphat Arkabi, qui avait été chef du renseignement militaire israélien, qui avait écrit plusieurs livres absolument fondamentaux sur euh, la stratégie arabe, l'idéologie palestinienne. En particulier, Arkabi avait expliqué de manière lumineuse comment toute la doctrine, tout le palestinisme, toute la doctrine palestinienne repose sur une captation et une inversion en fait de l'expérience sioniste. C'est-à-dire que tous les thèmes qui ont été avancés par le sionisme pour justifier le retour des Juifs en terre d'Israël ont été repris et inversés en faveur d'un hypothétique peuple palestinien pour bâtir une idéologie nationaliste et irrédentiste arabe ou musulmane contre l'État d'Israël. Le même Arkabi, quand Begin arrive au pouvoir en 1977, est absolument dans un état apoplectique. Je le sais parce que il se trouve que, admirant l'auteur que j'avais lu jusque-là, je demande à le rencontrer en 1978 et je suis reçu par lui. Il avait un petit appartement rempli de livres sur French Hill, ce que l'on appelle improprement en hébreu Hagivat Sarfatit, n'est-ce pas? Et, euh, et donc j'étais très étonné parce que j'étais venu voir un extraordinaire historien et théoricien de la stratégie arabe et je me retrouvais devant quelqu'un qui pendant trois quarts d'heure m'avait expliqué que Begin était en train de conduire Israël à sa perte, que c'était que la fin d'Israël, etc., etc. Je dois dire que c'est le privilège de mon âge. Lorsque je vois aujourd'hui le procès fait à Binyamin Netanyahou, je ne dis pas du tout que Begin et Netanyahou soient exactement la même personne. Ce sont des personnes très différentes, avec, disons, des, des identités et des qualités et des défauts extrêmement différents. Mais ce qui me frappe, c'est que lorsque j'entends le discours anti-Netanyahou aujourd'hui, j'entends exactement ce que l'on disait contre Begin il y a 50 ans. C'est exactement le même genre de choses. De même qu'on disait que Begin allait conduire Israël à la catastrophe, on dit exactement la même chose sur Netanyahou. On disait que Begin avait fait une alliance avec des messianistes fous. À l'époque, il s'agissait des nationaux religieux classiques. Aujourd'hui, on dit que Netanyahou a fait une alliance euh, non seulement avec messieurs Ben Gvir et Smotrich, mais même avec les Haredim, vous voyez. Mais c'est exactement le même schème. C'est le même schème qui est appliqué dans les deux cas. Toujours est-il que Yehoshaphat Arkabi écrit un, deux, trois livres pour mettre en théorie sa fureur face à l'arrivée au pouvoir de Begin, et il finit par euh, énoncer le raisonnement suivant, qui est au cœur de ce qu'on a appelé le mouvement Shalom Arshav, le mouvement de la paix maintenant. Je dis que c'est au cœur de ce mouvement parce que ce mouvement, cherchant à défendre ses idées, a publié en quelque sorte un petit livre, un opuscule qui résume justement de la main de Arkabi, qui résume la thèse d'Arkabi. La thèse d'Arkabi est la suivante. Euh, Israël doit se débarrasser des territoires conquis en 1967. Bon, jusque-là, c'est un point de vue, comme tous les points de vue, c'est un point de vue qui peut se défendre. On peut avoir un autre point de vue, mais on doit accepter la possibilité que une partie des Israéliens ait ce point de vue et le défende. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la suite. La suite est la suivante. Arkabi dit, malheureusement,
il n'y a pas de majorité en Israël pour se débarrasser des territoires. En d'autres termes, la majorité du peuple israélien démontre à travers ses choix électoraux qu'il ne veut pas euh, évacuer les territoires, qu'il considère que le contrôle des territoires représente une importance considérable pour lui à plusieurs points de vue, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité nationale. Par conséquent, Israël ne pourra abandonner les territoires que si des pressions étrangères corrigent les mauvais choix des électeurs israéliens. Seulement, ajoute Arkabi, il n'y a qu'un seul pays qui peut exercer de telles pressions. Ce sont les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui sont le soutien le plus important d'Israël dans le monde, sur tous les plans. Or, les gouvernements américains, même les moins bien disposés vis-à-vis d'Israël, n'oseront jamais dépasser un certain niveau dans leur pression vis-à-vis d'Israël à cause de la mobilisation du judaïsme américain. Par conséquent, il faut que l'on crée aux États-Unis un groupe de pression chez les juifs américains pour faire pression sur la classe politique américaine en vue de faire pression sur le gouvernement israélien, quel qu'il soit, pour que ce gouvernement israélien fasse enfin ce qu'il doit faire, mais qu'il ne fait pas parce que la majorité des Israéliens sont contre. Je ne sais pas ce qu'il faut admirer le plus dans ce raisonnement. Est-ce qu'il faut admirer la négation totale de la démocratie? Est-ce qu'il faut admirer la négation totale de l'idée d'indépendance nationale d'Israël? Est-ce qu'il faut admirer la complexité presque byzantine du raisonnement? Toujours est-il que euh, Arkabi a été entendu. Et où est-ce qu'il a été entendu? Eh bien, il a été entendu, bien entendu, en priorité dans cette partie de la communauté juive américaine qui, euh, par une évolution naturelle, s'éloignait d'Israël au même moment. C'est-à-dire par ceux qui ne pratiquaient plus un judaïsme ressemblant au judaïsme traditionnel, par ceux qui, je dirais presque ethniquement, euh, étaient de moins en moins juifs et appartenaient de plus en plus à une sorte de communauté ou un ensemble de communautés hybrides que l'on peut certainement totalement respecter en tant que tel, mais nous nous interrogeons simplement sur son lien, euh, son lien élémentaire avec le peuple juif. Il y a aussi une autre chose qui a joué de façon importante, c'est que tant que la gauche israélienne était au pouvoir, elle a eu un contrôle de toutes les formes de, disons, de militantisme pro-israélien. Donc elle a eu un contrôle presque exclusif de toutes les formes, toutes les institutions, de toutes les organisations qui travaillaient pour la défense d'Israël et pour le resserrement des liens entre Israël et les États-Unis. Les gens qui s'étaient dévoués pour ces institutions pendant de longues années, pendant des décennies, ont eu tendance tout naturellement à faire confiance aux Israéliens qu'ils connaissaient, donc en fait avec les Israéliens qui désormais étaient dans l'opposition. Et ils ont eu tendance à accepter ce que ces Israéliens disaient. Mais tout ceci n'était encore que le début du phénomène. Ce phénomène s'est accentué de manière absolument terrifiante au fil des années et il a atteint probablement son sommet depuis le 7 octobre 2023,
depuis le 7 octobre 2023, on a vu clairement aux États-Unis une grande majorité des Juifs américains qui instinctivement, et quel que soit leur background, et j'insiste bien là-dessus, on a assisté à la majorité des Juifs réformés, la majorité des Juifs conservatifs qui, tout comme les Juifs orthodoxes ou les Israélo-américains, euh, se sont portés massivement vers Israël. J'ai dans les oreilles une discussion que j'ai eue avec un juif américain qui a toujours été démocrate, qui a toujours été violemment anti-Trump, mais qui m'a dit récemment, tu sais à quel point je déteste Trump, mais sur Israël, il a eu un parcours sans faute, et sur Israël, je le soutiens entièrement. Ou bien euh, on a ce genre de réaction fondamentale de solidarité juive vis-à-vis d'Israël, ou bien on ne l'a pas. Le test a été passé encore aujourd'hui, il est passé tous les jours par la majorité des juifs américains. Malheureusement, il y a une minorité qui autrefois était insignifiante et qui aujourd'hui a l'air d'être importante et a réussi médiatiquement à s'imposer sur la scène américaine et à perturber considérablement euh, beaucoup d'éléments du jeu politique américain. De quoi l'avenir va-t-il être fait? Il faut bien avouer que c'est une bonne chose qu'il y ait un sursaut de vitalité dans la meilleure part, la part saine, la senior pars du judaïsme américain, parce que les défis qui se profilent à l'horizon sont extrêmement préoccupants. Alors, nous allons essayer de serrer un petit peu les problèmes. Problème numéro un, euh, ce que représente Mamdani, c'est-à-dire la montée aux États-Unis d'une extrême gauche radicalement anti-israélienne, radicalement anti-juive, dès lors qu'il s'agit de juifs, euh, disons, assumant leur identité juive. Et ce courant a le vent en poupe. Il l'a prouvé à travers l'élection de Mamdani, il tend à le prouver par ses victoires répétées dans toutes les primaires du Parti démocrate contre les démocrates traditionnels. À terme, la question dramatique qui se pose, c'est est-ce que le Parti démocrate tout entier ne va pas, pour des raisons d'opportunité ou d'opportunisme politique, euh, lui aussi virer à l'anti-israélisme et voire même vers l'antisémitisme. C'était disons, un cauchemar périphérique, marginal. Avec la chute de New York, c'est devenu une préoccupation extrêmement importante. L'évolution, je parlais de l'évolution démographique au sein de la communauté juive, mais que dire de l'évolution démographique aux États-Unis, avec, disons, l'implosion de la nation américaine traditionnelle et la montée d'une nation néo-américaine nourrie par une immigration qui vient du Moyen-Orient, d'Asie du Sud, d'Extrême-Orient, d'Amérique latine, et qui tend très souvent à partager la notion d'une revanche contre l'Amérique blanche d'autrefois. La deuxième préoccupation, c'est qu'est-ce qui va se passer à droite? On s'est posé beaucoup de questions sur Trump, le caractère imprévisible du personnage faisait que
on s'est toujours posé des questions. Je crois que après, maintenant, on arrive pratiquement à 10 années de Trumpisme politique. On a une vision maintenant claire et cohérente de ce qu'est Trump et de ce qu'est le Trumpisme. Il est clair que Trump et la plus grande partie de son entourage immédiat et des gens qui sont à la tête de l'administration actuelle aux États-Unis sont des amis sincères et fondamentalement engagés, fondamentalement motivés vis-à-vis d'Israël. Il n'y a pas de doute à ce sujet. La question, c'est que Trump est âgé. Il est peu probable, d'ailleurs, je me demande si constitutionnellement ce serait possible, j'aurais tendance à dire que c'est évidemment impossible qu'il se représente. Est-ce que un, un deuxième Trump ou un autre républicain continuant le Trumpisme, tout ce qu'il a de bon vis-à-vis du judaïsme et d'Israël, euh, va pouvoir prendre forme et succéder au Trumpisme proprement dit. On Michel, ne sait- je Oui, m'excuse, mais je savais qu'il fallait qu'on en fasse plusieurs des conférences, je te l'avais dit, mais je finis, je finis, je il faut finis. qu'on termine quand même. On va Alors, terminer, on excuse-moi, va terminer, on va Kira, terminer. On va quel terminer. Je termine. Je termine pour dire que la question est soulevée. Il y a eu un phénomène qui a pris de l'ampleur au cours des derniers mois et qui évidemment préoccupe les Juifs américains, mais préoccupe également une bonne partie des républicains, du camp républicain aux États-Unis, c'est le retour d'une extrême droite américaine franchement et ouvertement antisémite. Je dis le retour parce qu'elle a toujours existé, et elle a toujours existé avec la même virulence. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, disons, elle revient avec les moyens modernes et avec un terreau sociologique nouveau. Donc la grande question, c'est est-ce que le Parti républicain va trouver rapidement les anticorps contre ce phénomène, ou bien est-ce qu'il va être, disons, rendu plus vulnérables par ce phénomène. Et enfin, je dirais que le problème le plus grave, à la fois pour les Juifs américains et pour les États-Unis, c'est un problème générationnel. Les États-Unis, mais c'est vrai aussi du monde occidental dans son ensemble, a secrété en son sein une génération perdue et une génération de perdition. Perdus parce que ce sont des enfants perdus qui n'ont pas de repères, une génération de perdition parce que, au fur et à mesure qu'elle est en train de prendre le pouvoir dans la société et dans la politique, elle agit comme un agent dissolvant. Je parle de la fameuse génération Z. C'est la génération qui a été biberonnée non pas à Internet, mais à quelque chose de bien pire qu'Internet, les réseaux sociaux. Et cette génération-là, extrêmement déstabilisée, extrêmement, disons, vulnérable, extrêmement perméable aux campagnes euh, les plus absurdes, euh, c'est elle qui, aux États-Unis, est le support et de Mamdani et de l'extrême droite antisémite qui commence à pointer, disons, à l'autre bout du spectre politique américain. Voilà donc quel est le panorama du judaïsme américain face ou autour de l'élection de Mamdani. Nous espérons et nous prions de tout notre cœur que le titre de Malchut Shel Chesed euh, soit toujours maintenu en faveur de la nation américaine. Nous espérons aussi qu'un nombre croissant de juifs américains, il paraît qu'il y a en Israël actuellement 700 000 juifs américains ou descendants de juifs américains. euh, il est incontestable que le judaïsme américain en Israël a apporté énormément de vitalité, d'intelligence
et que on doit souhaiter que ce courant euh, se maintienne, se continue et qu'il continue à renforcer l'État d'Israël. Amen. Merci Voilà, beaucoup, c'était vraiment passionnant. On n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Je dois dire une ou deux questions, s'il y en a. Bon, s'il n'y en a pas, on fera quand même une autre conférence une autre fois, j'espère. C'était vraiment passionnant. Toda Rabba. Merci beaucoup. c'était mon plaisir, absolument. Merci, merci à tous. Shabbat shalom. Au revoir.